Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron, budget, réindustrialisation. Les mensonges de trop, un procès en vue. Avant de répondre à ces deux questions et traiter d'autres sujets d'actualité, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le réaliser, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Pierre Chaudron, Stéphane Claude, Philippe Bohen, Yann Penaud, Sophie Urtu, Chantal Zanella et Marie Z. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Ça y est, nous avons dépassé les 80 000 abonnés. Et c'est votre succès, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne se développe. Alors, on continue le combat, on n'hésite pas à lever le petit pouce, à écrire de gentils messages ou à diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Emmanuel Macron visitait le salon de l'automobile hier. Après avoir fait mumuse avec des totos, il a répondu à quelques questions des journalistes. Des réponses légendaires qui sont sa marque de fabrique. Le prochain budget doit permettre à la France de continuer à réindustrialiser, d'innover et de créer des emplois. Ah, la réindustrialisation de la France. Cette phrase me disait quelque chose. Il suffit de la taper sur un moteur de recherche et on s'aperçoit qu'Emmanuel Macron la prononce à chaque fois qu'il visite une usine. En 2015, réindustrialisation de la France, c'était sa priorité, comme en 2017, en 2020, en 2021, en 2022 et en 2023. Et qu'est-ce que l'on constate ? Eh bien que malgré cette priorité, le nombre de défaillances d'entreprises augmente. J'ai mis à jour mon suivi des défaillances des PME hors micro-entreprises et j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La mauvaise nouvelle, nouveau record de défaillances de PME depuis plus de 30 ans. La bonne nouvelle, l'augmentation commence à diminuer. Mais c'est tout à fait normal après une telle hémorragie. Didier Maisto répond donc au groupe Renaissance. Vous avez perdu les élections européennes et législatives. Votre champion aux yeux hallucinés a menti aux Français en dissimulant la réalité de l'ampleur du déficit public. Macron est passible de la haute cour. Il n'y a au surplus aucune réindustrialisation. Vous êtes des menteurs. Et je voudrais revenir sur ces mensonges qui sont répétés 1000 fois par les macronards. Comme ils ne peuvent avouer une catastrophe, ils masquent l'ampleur du désastre par une phrase antithétique sur le mode volontaire. Nous connaissons une explosion de la délinquance ? Les réponses des ministres de l'Intérieur et d'Emmanuel Macron lorsqu'il est interrogé sur cette question. Par notre action et la concertation des principaux acteurs de terrain, policiers et gendarmes, par l'octroi de crédits supplémentaires, notre politique doit faire reculer la délinquance. Nous sommes face à une baisse du budget de la santé, des déserts médicaux, des fermetures de lits. Réponse des ministres de la Santé par la concertation de tous les acteurs de la santé, par le vote de moyens supplémentaires conséquents. Notre politique doit améliorer l'offre de soins. Vous avez une explosion du harcèlement scolaire, réponse des ministres de l'Éducation nationale depuis 30 ans par une campagne de prévention et de sensibilisation, la mobilisation de toute la communauté enseignante, notre politique doit permettre de gagner la bataille contre le harcèlement scolaire. Il me semble qu'en démocratie, quand un ministre ment à ce niveau-là, il faudrait que le journaliste puisse lui mettre un grand coup de taser. Mais il y a des fois où ces politiques sont obligés de se taire, la preuve par le budget. Budget 2025, Macron se refuse de commenter. Et pour cause, de nombreux politiques et journalistes évoquent sa responsabilité pénale. Charles de Courson, si vous étiez à la tête d'une entreprise privée, monsieur le ministre, cela aurait fait longtemps que vous auriez couru au tribunal de commerce pour déposer le bilan. Et Charles de Courson évoque des malversations. Pierre Lelouch sur CNews. Je sais, il n'est pas net, mais il dit les choses plus clairement. Pierre Lelouch sur le dérapage budgétaire. Quelqu'un a modifié la présentation des chiffres. On découvre 100 milliards d'euros comme une dette supplémentaire.
Je me demande même si cela ne relève pas du pénal. La crise grecque avait débuté ainsi. Il faut également rappeler qu'au Brésil, cela avait eu quelques conséquences, les maquillages des comptes publics. Au Brésil, Dilma Rousseff a été destituée pour maquillage des comptes publics. La France est-elle encore une démocratie ? Eh bien, après Éric Ciotti, c'est au tour d'un autre Éric, Coquerel, de vouloir mettre en place une commission d'enquête. Dérapage budgétaire. L'idée d'une commission d'enquête fait son chemin à l'Assemblée nationale. Le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, nouveau Front populaire, propose de doter celle-ci de pouvoirs exceptionnels pour enquêter sur ce qui a pu conduire à la situation actuelle des finances publiques. Cela commence à chauffer sérieusement aux oreilles du duo Macron-Le Maire. Et puis, cerise sur le gâteau, le budget d'inspiration macroniste présenté par Michel Barnier n'a convaincu strictement personne. Et cela commence à se sentir parce que son gouvernement est une vraie usine à gaz et à couac. Armand, ministre de l'économie. Antoine Armand, ministre de l'économie, les factures d'électricité vont baisser pour 80% des Français. Est-il sérieux ? On va garder cette information sous le coude, monsieur Armand, puisque dans le même temps, on nous annonce que la TVA sur les abonnements de gaz et d'électricité seront multipliés par 4 en 2025 et que 6 millions de ménages vont voir leurs factures bondir de près de 14%. La TVA, en effet, sur les abonnements au gaz et à l'électricité sera multipliée par 4 l'an prochain. Guillaume Bigot, député du Rassemblement national. L'augmentation de la TVA sur le prix des abonnements sur l'électricité et le gaz, alors que nous voulions la réduire sur ces énergies, relève de la provocation. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ces ministres disent exactement l'inverse des faits pour ne pas assumer leurs décisions. Pourquoi les tarifs du gaz risquent quand même d'augmenter en 2025, comme les prix de l'électricité ? Alexis Poulain, la crapulerie ultime. Mentir, manipuler, tout pourrir. Cette fuite du journal Le Parisien sur le gaz risque de faire sauter ce gouvernement. Car enfin, qui peut voter un budget pareil ? Les économistes sont unanimes, ce budget est déplorable. Marc Touati, c'est à croire que le nouveau Front populaire a participé à l'élaboration de ce budget. C'est une catastrophe qui risque de plomber la croissance du pays. Explication de Nicolas Meillan. Le gouvernement a choisi de pénaliser nos entreprises exportatrices pour limiter le déficit de l'État en augmentant les taxes sur l'électricité et les charges patronales alors qu'il suffisait de pénaliser les produits polluants importés. Quel contresens! Mais ce sont surtout les Français qui vont régler la facture. La colère augmente, le peuple gronde et cela peut coûter très cher électoralement au Rassemblement national. Ont-ils compris ? Vous ne voterez pas non plus une motion de censure de la gauche si la gauche en dépose une ? Ah, mais on pourrait voter une motion de censure de la gauche si le gouvernement s'enferme dans cette posture aujourd'hui qu'il a, de vouloir appliquer des réformes technocrates de Bercy. Moi, j'ai appelé ça, vous savez, c'est le musée des horreurs de Bercy. C'est qu'on a l'impression que ce budget aurait pu être proposé il y a 10 ans. C'est toutes les arlésiennes, c'est toutes les idées poussiéreuses qui dorment dans les placards de Bercy et qu'on ressort dès qu'il y a une crise budgétaire sans aucune stratégie d'ensemble. Donc vous pourriez voter celle de la gauche ? Ah, totalement, mais nous on l'a déjà fait. On a déjà voté des motions de censure de la gauche. Vous êtes contre le chaos institutionnel, c'est un peu votre philosophie depuis que Michel Barnier est arrivé, donc vous assumeriez de faire en sorte de participer en tout cas à ce que la France n'ait pas de budget à la fin de l'année. Ah mais vous savez, il faut mieux ne pas avoir temporairement pour quelques semaines un mauvais budget, pas de budget, qu'un budget qui continue la ruine. Parce que je veux dire, on peut pas non plus céder à ce chantage, c'est-à-dire faut voter notre budget, sinon il n'y a pas de budget. C'est pas vrai, on n'est pas aux États-Unis. Vous savez qu'en France, il y a toutes les dispositions institutionnelles qui permettent à la France de continuer à avoir un budget temporaire, même s'il n'y a pas le budget que veut le gouvernement. Donc par contre, faut pas non plus que M. Barnier nous fasse du chantage et nous prenne pour des imbéciles. C'est pas aux États-Unis. Effectivement, aux États-Unis, il n'y a pas de budget, les fonctionnaires ne sont plus payés. En France, ce n'est pas ça. Il y a une continuité de l'État. Donc, M. Barnier, pas de chantage, s'il vous plaît. Vont-ils voter enfin la censure ? On attend, mais revenons sur l'image de Macron au salon de l'automobile. Écoutez ce qu'il a été capable de dire. Notre industrie automobile est un trésor. Réindustrialiser, innover, créer des emplois et de la richesse pour la redistribuer, c'est notre vocation. Didier Maistre, c'est fait.
Les gens n'achètent pas de voitures électriques beaucoup trop chères. Le secteur des batteries est complètement planté en dépit des mensonges éhontés de Macron. Les constructeurs commencent à licencier massivement. Volkswagen, Stellantis, les sous-traitants idem. Les cinglés de Bruxelles et de Paris, qui se baignent dans leur caca, veulent sauver la planète et qui ont eux-mêmes un bilan carbone qui est à peu près 100 fois le nôtre. Taxes encore et encore. 44% des Peugeot, par exemple, seront malucés dès 2025, y compris les petits modèles. Fin de l'industrie automobile française et européenne. L'idée géniale du ministre des Transports, relancer l'écart. Est-ce que les Français se rendent compte de la débilité et de la dangerosité de ces gens? C'est la seule question. Tout le monde sait. Pour sauver les bijoux de famille, il ne faut surtout pas les mettre dans les mains d'irresponsables cyniques. Mais revenons à Michel Barnier et au ministre duettiste Migaud-Retailleau. Didier Migaud joue les divas. Justice. Didier Migaud menace de quitter le gouvernement sans amélioration du budget. Alors que le budget 2025 du ministère de la Justice doit être raboté de 500 millions d'euros, le garde des Sceaux assure avoir obtenu des assurances de la part du Premier ministre Michel Barnier. Autrement dit, il nous joue la comédie. Quant à Retailleau, il veut ni plus ni moins piéger le Rassemblement national avec une loi immigration au calende grec. Florian Philippot. La nouvelle loi immigration pour 2025 qui sort subitement du chapeau et qui occupe massivement l'espace médiatique fait partie du deal Rassemblement national Macronie, offrir un prétexte au RN pour ne pas voter la motion de censure sur le budget, lui offrir une excuse pour justifier ce non-vote auprès de ses électeurs. On avait alerté depuis le premier jour, c'est précisément le rôle de Retailleau, l'enfumeur, faire vivre le deal. Sur le fond, cette loi, si elle existe réellement un jour, ne changera évidemment rien de plus que les précédentes, puisque l'Union européenne et la CEDH décident 95% de notre politique migratoire aujourd'hui. Il faut refuser ces pièges, ententes et manipulations et exiger le vote de la motion de censure. Quant au référendum sur l'immigration, la fameuse arlésienne que l'on ne voit jamais, vous savez bien que le Conseil constitutionnel censurera tout projet de référendum sur l'immigration. Alors, oui, c'est de la manipulation, ce sont des pièges grossiers. Nous avons écouté Tanguy sur le budget, qu'en pense Bardella sur Retailleau ? Alors que la Pologne, les Pays-Bas et la Hongrie refusent d'appliquer le pacte européen pour les migrations, Retailleau veut accélérer sa mise en œuvre qui va répartir obligatoirement des milliers de migrants dans nos campagnes. Le masque tombe déjà. Le Rassemblement national va-t-il enfin voter la motion de censure ? Il a intérêt car les sondages montrent l'exaspération des Français de cette inaction. Popularité en baisse. Le phénomène touche aussi bien Ruffin que Marine Le Pen, Édouard Philippe ou Glucksmann. La palme de la baisse revient bien évidemment à Gabriel Attal et Bernard Cazeneuve. Le premier est passé de 31 à 23 de satisfait, le second de 19 à 11%. Et sur l'immigration, les Français sont exaspérés par cette inaction politique, parce que c'est tous les jours qu'ils en mesurent en quelque sorte les conséquences. Une manifestation ubuesque. On s'en fout, on est chez nous. 200 migrants, c'est-à-dire des clandestins, manifestent et envahissent la mairie et obtiennent un logement. Et les SDF, les étudiants qui galèrent, les clandestins passent avant les Français. Oui, on marche sur la tête. Et il n'y a pas que le logement, la CAF et autres droits sociaux, il y a également les transports. La gratuité des transports pour les clandestins représente un coût annuel d'environ 40 millions d'euros. Il est incompréhensible que des clandestins aient accès à des réductions alors que de nombreux Français peinent à boucler leur fin de mois. Stéphane Rambaud, député du Rassemblement national, propose une loi qui exclut les clandestins des tarifs sociaux des transports en commun. C'est quand même assez étonnant. Vous avez des clandestins qui manifestent, qui envahissent l'hôtel de ville et hop, leurs revendications sont exaucées. Et quand les Français qui paient des impôts manifestent, regardons un petit peu l'ambiance. Ah, vous ne voyez pas grand-chose ? Eh bien, ce sont les gaz lacrymogènes. C'est dommage parce qu'on aurait pu apercevoir un coup de matraque sur la gauche, un tir de flashball sur la droite. Oui, c'était les épisodes des Gilets jaunes. Et pourquoi tant de violence ? Parce que les Français manifestaient pour obtenir une réduction des taxes sur le prix de l'essence.
Remarquez que Macron a plus ou moins résolu le problème. Avec ces lois européennes, les Français ne peuvent plus s'offrir des voitures à plus de 35 000 euros. États-Unis, l'affaire Didi prend de l'ampleur. Je pense que vous reconnaissez le personnage à côté de Didi. Il vous a peut-être ébloui dans Titanic. Oh oui, c'est Leonardo DiCaprio. Avez-vous remarqué qu'il y a peu de noms qui sortent? Oui, quelques photos comme celle-là, quelques listes, mais rien de bien consistant. Pour quelle raison? Parce que tous ces membres d'Hollywood sont en train de négocier avec les plaignantes et ils ne veulent pas trop de publicité. Oui, tous ces artistes marchent sur des œufs et ça ne fait pas trop les affaires de Kamala Harris qui ne peut pas s'appuyer sur leur influence. Alors, est-ce qu'on va assister à une déroute des démocrates? Cela y ressemble fort. Le sens du vent avec la girouette Laurent Saïm. J'ai passé 7 mois sur le terrain. La dynamique est du côté de Donald Trump, même à Coachella, bastion démocrate, il y avait près de 100 000 personnes pour venir le voir. Mon Dieu, que c'est ironique. Si Laurent Saïm, la journaliste embarquée démocrate, ne voit plus Kamala Harris gagner, c'est que c'est vraiment la catastrophe. Explication de Ben Shapiro. Kamala Harris s'est effondrée dans les sondages. Elle était en hausse de 5 points dans le sondage NBC News, très démocrate, il y a un mois. Maintenant, elle est de retour à égalité, c'est-à-dire qu'elle a perdu. Et l'équipe de Joe Biden est impatiente de la saper, de faire en sorte qu'elle ne puisse pas gagner. Oui, il y a zizanie dans le camp démocrate. Il s'avère que le problème pour Kamala Harris est simple. Peu importe les paillettes qu'il lui jette, elle est toujours Kamala Harris, c'est-à-dire une bécasse. Nous assistons donc à un naufrage et les médias traditionnels commencent à s'en prendre à Kamala Harris. Le Time Magazine reproche à Kamala Harris d'avoir refusé de s'asseoir pour une interview avec eux. Ils ont même souligné que le président Trump s'était assis avec eux pendant plus de 90 minutes et que même Joe Biden a accordé une interview au Times. Les médias traditionnels s'en prennent enfin à Kamala Harris. Je ne sais pas si vous sentez, mais cela sent le roussi pour Kamala Harris. Il ne nous reste plus que 3 semaines à patienter pour connaître le verdict des urnes. Conflit à l'Est, Yves Pozzo di Borgo. Est-ce que les Français sont conscients que près d'un tiers du déficit provient de l'aide à l'Ukraine, soit 37 milliards? Comment est-ce possible? Tout cela pour servir les intérêts atlantistes. Ah oui, mais Benjamin Haddad a vécu aux États-Unis entre 2014 et 2022. Les postes occupés dans des think tanks et leur rémunération alimentent des rumeurs de collusion. Le ministre de l'Europe s'en défend. Pratiquement 8 mois après mes révélations sur Benjamin Haddad, la presse commence enfin à parler des postes rémunérateurs de notre ministre de l'Europe. Il aurait peut-être fallu le faire avant qu'il ne devienne ministre, non. Et pour ceux qui auraient oublié, entre 2019 et 2022, l'actuel ministre minoritaire chargé de l'Europe, le macroniste Benjamin Haddad, a touché près de 450 000 euros de l'Atlantic Council, un think tank américain fondé par d'anciens politiciens des USA et des membres de l'élite américaine. Le lobbying de tous ces atlantistes va coûter très cher à la France. Oui, vous imaginez tout cet argent qui a été dépensé alors que la Russie a gagné la guerre il y a quelques mois déjà et c'est même reconnu d'ailleurs sur LCI. Je vous renvoie à mon numéro de dimanche. Et chaque jour, une victoire russe. Les forces russes libèrent Mikhailovka, se rapprochant de Pokrovsk. La poche de Kursk se réduit comme peau de chagrin. Les Allemands, eux, veulent arrêter les frais. Bild. L'Allemagne n'enverra plus d'équipements militaires lourds en Ukraine. L'Allemagne ne pense pas que l'Ukraine sera bientôt en mesure de mener une contre-offensive. Et c'est là que l'on pose la question, à quand la France? Canada Journalisme. L'ex-journaliste de CBC News, Mariana Klovac, fait son mea culpa et avoue avoir fait de la propagande pendant la pandémie. Nous avons trahi le public, nous avons brisé sa confiance. J'ai assisté en très peu de temps à l'effondrement du journalisme. Nous étions en fait en train de faire de la propagande, à savoir une persuasion manipulatrice au service d'un agenda. Allemagne, Angleterre et maintenant Canada, les journalistes avouent un peu partout dans le monde avoir été sous pression entre guillemets. En France, c'est bien plus timide, mais Geoffroy Lejeune a commencé à balancer. Je vous renvoie à mon numéro de dimanche. On attend avec impatience désormais une réponse judiciaire à ces pressions entre guillemets.
Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec une sacrée cliente, une sacrée guignole, Sandrine Rousseau. Alors que le journaliste évoquait la mémoire de Samuel Paty et Dominique Bernard, assassinés par des fanatiques, Sandrine Rousseau a rétorqué les catholiques. Le journaliste lui rétorque, les conservateurs catholiques n'assassinent personne. Réponse de Sandrine Rousseau, en tous les cas, ils retirent les livres des bibliothèques et encore aux États-Unis. C'est vraiment tout pareil, c'est sûr. C'est vrai qu'il fallait être sacrément gonflé pour mettre sur le même niveau un tri de livres dans les bibliothèques à l'école aux États-Unis et les agressions physiques et les meurtres de professeurs en France. Non, vous ne rêvez pas, Sandrine Rousseau l'a fait. Et dire que certains pensent qu'ils peuvent diriger la France. Mais ce que je trouve de particulièrement répugnant chez ces woke écolos, c'est qu'ils effacent, ils cancellent les grands écrivains de nos bibliothèques. Oui, ils les enlèvent des rayons. Les écolos cancellent les grands écrivains sous prétexte qu'ils ne sont pas progressistes. Les Verts, je me rappelle, viraient les grands classiques des bibliothèques comme Molière, l'école des femmes, parce que c'était, selon eux, misogyne. Philippe Mérieux en Isère avait agi de la sorte et c'est un écolo. Pour les remplacer par quoi? Par des livres woke? Autrement dit, ils remplacent le patrimoine littéraire de la France par de la basse propagande. Et ils s'étonnent par la suite que leurs livres finissent au pilon. Oui, des guignols. Tenez, encore un autre guignol. Gabriel Attal avoue au détour d'une interview que certains décrets de la loi immigration promulgués en janvier dernier ne sont toujours pas publiés. Il y a une chose qui m'étonne. Comment se fait-il que ce Premier ministre, qui est lié à une malversation budgétaire, un scandale d'État, puisse être encore interviewé sur France Inter, parce que nous avons été victimes d'une escroquerie. Ce que nous vivons, ce n'est pas une crise, c'est une escroquerie. Et quelles sont les priorités des macronistes? Il y a quelques jours, Macron nous expliquait qu'Emily in Paris, c'était sa priorité. Eh bien, Yael Braun-Pivet, c'est de trouver sa photographie. Le prix de la photo politique arrive bientôt. En attendant, j'ai trouvé la photo qui représente le mieux mon année. Ça bosse dur pour les Français, effectivement. On est fiers d'avoir des institutions solides et des élus si efficaces et mobilisés. Mais quelle blague! Pédiavenir, site parodique. Selon une étude, un député sur 3 serait aussi incompétent que les 2 autres. Elle est excellente, celle-là. Plandémie. Je vous condamne pour guérison illégale de vos patients. C'est dommage, sur l'image, il manque la barbe et les lunettes. Allez, on va se quitter avec une belle image, une image cinéma. On a appris qu'Emmanuel Macron allait jouer dans un film, et paraît-il, d'après les répétitions, qu'il est particulièrement émouvant. Oui, c'est un film qui a bouleversé Jean-Mimi. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.